Bonjour. Aujourd'hui, notre sujet, c'est l'inverse d'une matrice. C'est une section dans le chapitre 2. C'est après la multiplication des matrices. L'inverse d'une matrice, c'est un peu semblable à l'inverse d'un nombre réel. Alors, rappelez qu'un nombre réel est inversible. Un nombre réel x est inversible s'il est non nul, n'est-ce pas? Donc, s'il est non nul, l'inverse de nombre réel x, c'est un nombre que j'appelle 1 sur x, qu'on note par 1 sur x, tel que 1 sur x fois x donne 1, n'est-ce pas? Donc 1 sur x s'appelle l'inverse de x. Hein? Donc c'est un nombre réel qu'on note par 1 sur x qui satisfait 1 sur x fois x égale à 1. Est-ce que tous les nombres réels sont inversibles? Est-ce que l'inverse existe toujours? Non. Par exemple, pour x égale à 0, en fait, 0 n'est pas inversible. C'est le seul nombre réel qui n'est pas inversible. Il n'y a pas d'inverse pour 0. On va faire la même idée pour les matrices. Rappelez-vous qu'une matrice, c'est une extension d'un nombre réel, c'est un arrangement d'un nombre réel. Étant donné une matrice carrée A d'ordre n, il est très important ici que la matrice soit carrée. On ne parle pas de l'inverse d'une matrice qui n'est pas carrée. Donc, pour commencer avec, la notion de l'inverse d'une matrice inverse, c'est une notion propre aux matrices carrées seulement. Donc, étant donné une matrice A de format n par n, ou bien d'ordre n, c'est-à-dire n ligne, n colonne, on dit que la matrice A est inversible s'il existe une matrice B de même format que A, c'est-à-dire une matrice B n par n, même format que n, tel que, lorsque je fais le produit A fois B, je trouve la matrice identité. Ça, c'est la matrice identité. Je vous rappelle que c'est une matrice carrée n par n, dont toutes les entrées sont nulles, sauf les éléments sur la diagonale qui sont égales à 1 chacune. Donc A fois B donne la matrice identité et B fois A donne aussi la matrice identité. Donc rappelez-vous que AB et BA ne sont pas nécessairement même matrice. Le produit des matrices, comme on l'a vu avant, n'est pas commutatif. C'est-à-dire AB et BA, ce n'est pas la même chose. Donc si je peux trouver une telle matrice B, telle que A fois B donne l'identité et B fois A donne l'identité, je dis que la matrice A est inversible et je dis que B est l'inverse de A. Right? So, l'inverse de la matrice A, c'est la matrice B qui satisfait l'une et l'autre de ces deux équations. Et l'inverse d'une matrice A, si elle existe, on la note par A-1. Right? Donc ça, c'est une notation pour l'inverse d'une matrice. Autrement dit, alors ces deux équations s'écrivent comme ça. A fois A-1 donne l'identité. Et A-1 fois A donne la matrice identité. C'est très semblable à l'équation de tantôt. 1 sur x fois x égale à 1. Ce qui joue le rôle de 1 dans le monde des matrices, c'est la matrice identité. Right? Donc, il faut faire attention, il y a beaucoup de matrices qui ne sont pas inversibles. C'est-à-dire que je ne peux pas trouver la matrice B qui satisfait ces deux équations. Right? On va voir comment décider si une matrice est inversible ou non et comment trouver son inverse. Donc ça, c'est l'introduction, ça c'est la notion d'une matrice inversible et la première définition. Voici un exemple. Alors, étant donné la matrice A, disons, je ne sais pas, 1, 4, 3, 1. Considérez cette matrice carrée 2 par 2 et considérez la matrice B qui est la matrice 4, 1 et puis moins 1, moins 3. Alors ça c'est la matrice B. Montrez que B est l'inverse de A. Montrez que la matrice B est l'inverse de la matrice A. Alors on a à faire la matrice A fois B et la matrice B fois A. Est-ce qu'on retrouve la même chose? Est-ce qu'on trouve la matrice identité? Alors là, on vérifie les deux équations. La matrice A fois la matrice B, c'est-à-dire 1, 3, 1, 4. Et la matrice B qui est 4, moins 3, moins 1, 1. Je fais le produit matriciel et je dois retrouver la matrice identité 2 par 2. Parce que chacune de ces deux matrices est une matrice 2 par 2. Si je fais le produit des matrices, comme vous vous souvenez, le produit de matrice, ça se fait par ligne de la première fois la colonne de la deuxième. Right? Donc, première ligne de première colonne, 1 fois 4 plus 1 fois moins 3, ça donne 1. Ensuite, première ligne, deuxième colonne, je continue à utiliser la ligne jusqu'à ce que je termine toutes les colonnes de la deuxième matrice. Donc, je fais première ligne, première colonne.
Ensuite, première ligne, deuxième colonne, 1 fois moins 1, c'est moins 1, plus 1 fois 1, 1, c'est les 1 moins 1, c'est 0. Ensuite, deuxième ligne, première colonne, ça fait 12 moins 12 qui est 0. Et deuxième ligne et deuxième colonne, ça fait moins 3 plus 4 qui est 1. Et ça, c'est la matrice identité 2 par 2 que j'appelle I2. Donc la première équation est satisfaite. Si je fais le contraire, BA, qui est la matrice 4 moins 3 moins 1, 1, multiplié par 1, 3, 1, 4. Donc faisons le produit B fois A. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que, alors, ligne par colonne. Première ligne, première colonne, 4 fois 1 plus moins 1 fois 3, ça donne 1. Première ligne, deuxième colonne, 4 moins 4, c'est 0. Deuxième ligne, première colonne, moins 3 plus 3, ça fait 0. Et deuxième ligne, deuxième colonne, moins 3 plus 4, ça fait 1. Ça, c'est aussi la matrice identité 2 par 2. Alors, je fais A fois B, j'ai trouvé la matrice identité. Je fais B fois A, j'ai trouvé la matrice identité. Je peux confirmer que l'inverse de la matrice A, l'inverse de cette matrice, alors la matrice A est inversible, et son inverse, c'est la matrice B. 4 moins 3, moins 1, 1. Alright? Alors, l'inverse d'une matrice est très utile à résoudre des équations, matricielles, exactement comme les équations avec les nombres réels. Alors, par exemple, si je vous demande trouver une matrice X telle que la matrice A fois X égale à moins 1, 3. A étant la même matrice que tantôt. Donc, A, c'est cette matrice. A, c'est cette matrice. Donc, trouvez-moi une matrice X. Une matrice X, donc ici, la matrice X, c'est une matrice colonne, c'est-à-dire c'est une matrice 2 par 1. Trouvez-moi une matrice 2 par 1, une matrice colonne X 2 par 1, telle que A fois la matrice X donne la colonne moins 1, 3. Il faut résoudre pour X ici, n'est-ce pas? Trouver la matrice X. Donc là, si on travaillait avec des nombres réels, je sais que la solution de l'équation AX égale à B, c'est juste égal B sur A, si A n'est pas égal à 0, n'est-ce pas? Mais regardez, diviser par A, c'est comme multiplier par l'inverse de A moins 1B, n'est-ce pas? Même chose pour les matrices. Alors, pour résoudre pour la matrice X, je ne peux pas juste diviser par la matrice A. Que veut dire diviser par A? Diviser par A, c'est multiplier par l'inverse. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je multiplie à gauche et à droite par l'inverse de A, c'est-à-dire A moins 1 AX égale A moins 1 fois moins 1, 3. J'ai multiplié cette équation par l'inverse de A. Je sais que la matrice A est inversible, A moins 1 existe, donc je commençais par cette équation, je multiplie gauche et droite par A moins 1. Je retrouve cette nouvelle équation. Mais rappelez-vous que A moins 1 fois A, cette partie, c'est la matrice identité. Et la matrice identité fois X, n'oubliez pas que la matrice identité joue le rôle de 1 pour la multiplication matricielle. Donc la matrice identité fois X, c'est juste X. Donc là, je le trouve à gauche. X égale, ce qui reste ici à gauche, c'est juste X. A moins 1 fois A, c'est la matrice identité. La matrice identité fois X donne X. Et égale à A moins 1, mais n'oubliez pas qu'on a trouvé A moins 1, moi je viens de l'effacer, donc A moins 1. A moins 1 fois X qui est moins 1, 3. Je connais cette matrice A moins 1, on vient de la calculer, je viens de l'effacer, je ne me souviens plus c'était quoi. Et je fais le produit de cette matrice A moins 1 fois cette colonne. La réponse, c'est juste l'inconnu X, la matrice inconnue X. Donc, trouver l'inverse d'une matrice, ça aide à résoudre une équation matricielle comme ça. Donc, ça joue le rôle de l'inverse, comme c'est une généralisation de la notion de l'inverse de nombre réel. Faites attention, pas toutes les matrices sont inversibles. Il y a des matrices carrées qui ne sont pas inversibles, dont l'inverse n'existe pas. Avant de faire d'autres exemples, quelques propriétés. Dans Brightspace, vous trouvez pas mal des propriétés qu'il faut savoir. Il y a un théorème qui annonce les propriétés. La première propriété, c'est que lorsque l'inverse existe, lorsque l'inverse d'une matrice existe, cette inverse est unique. Une matrice A ne peut pas avoir deux inverses différentes.
OK? Donc, lorsque l'inverse d'une matrice existe, cette inverse est unique. Donc, ça, c'est une chose importante. Deuxième propriété, donc, premièrement, l'inverse est unique lorsque la matrice est inversée. Lorsque l'inverse existe, la matrice inverse est unique. Si j'inverse deux fois, donc l'inverse de l'inverse, la matrice A-1, c'est une matrice carrée. Je peux parler de son inverse alors. L'inverse de l'inverse, c'est juste la matrice originale, ça c'est clair. Si A et B sont deux matrices inversibles, donc si A et B sont deux matrices inversibles de même format, A n par n, B n par n, les deux sont inversibles, alors le théorème dit que leur produit, qui est une matrice n par n, leur produit est inversible. De plus, quel est l'inverse du produit? Là, on a l'intuition à dire c'est A-1 fois B-1, mais c'est pas ça. L'inverse de AB, c'est l'inverse de B fois l'inverse de A, dans l'ordre opposé. Ça, c'est pas la même chose que A-1 fois B-1. N'oubliez pas que le produit des matrices n'est pas commutatif. AB et BA, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est une propriété importante à se rappeler. L'inverse de AB, c'est pas l'inverse de A fois l'inverse de B, c'est plutôt l'inverse de B fois l'inverse de A. Si K est un nombre réel non nul, et si A est inversible, c'est quoi? K fois A, l'inverse de K. A. Alors, la matrice A est inversible, A c'est une matrice n par n, K est un nombre réel non nul, K fois A est une matrice n par n. Alors, le théorème dit que lorsque je multiplie une matrice inversible par un scalaire, le résultat est toujours une matrice inversible. Et c'est quoi l'inverse de ça? C'est 1 sur K, l'inverse de sa constante K, fois la matrice inverse de A. Alright? Et une autre propriété qui donne la relation entre l'inverse et la transposée. Si la matrice A est inversible, si je commence avec une matrice inversible et je calcule sa transposée, alors ça c'est une matrice carrée quand même. Hein? Alors la transposée est aussi inversible. Donc en français on dit la transposée d'une matrice inversible est une matrice inversible. De plus, si je calcule l'inverse de la transposée, ça revient à faire ça. La transposée de l'inverse. Alright? Donc je peux interchanger ces deux symboles. Alors, l'inverse de la matrice transposée, c'est la transposée de la matrice inverse. Il y a d'autres petites propriétés qu'il faut toujours savoir dans les théorèmes. Donc ça, c'est un théorème à savoir. Bon, je veux maintenant passer tout de suite aux façons de calculer l'inverse. Ok, maintenant on comprend c'est quoi l'inverse par définition. Mais comment calculer, comment trouver l'inverse? Alors, la procédure, c'est l'élimination de Gauss-Jordan, l'algorithme de Gauss-Jordan qu'on a vu au début de ce chapitre. Alors, pour une matrice 2 par 2, il y a une formule très très simple, okay, mais qui n'est pas générale du tout. Donc, étant donné la matrice A égale A, B, C, D, supposons qu'on a une matrice 2 par 2, alors il y a un petit théorème qui dit que A est inversible si et seulement si le produit AD moins produit BC, cette différence est non nulle. Donc, la matrice 2 par 2 est inversible si A fois D moins B fois C est une quantité qui n'est pas égale à 0. Je suis sûr que vous avez vu peut-être cette idée de faire AD moins BC. Comment on appelle ça? On appelle ça le déterminant de la matrice 2 par 2. Alors, de plus, si on a cette condition, AD moins BC n'est pas égal à 0, il y a une petite formule qui donne l'inverse tout de suite. C'est quoi l'inverse? 1 sur AD moins BC. Donc ça, c'est un scalaire, parce que ça, c'est un nombre. 1 sur ce nombre, que je multiplie par la matrice suivante. Alors, regardez comment je fais. J'interchange ces deux entrées. Donc, le A et D sont interchangés. Donc, D ici, puis A là. Les autres restent en même place, mais je les ai multipliés par un signe moins. Donc, moins B et moins C. Donc, ça, c'est la formule qui donne l'inverse d'une matrice 2 par 2. Faites attention, on ne peut pas
généraliser ça à une matrice 3 par 3 ou 4 par 4. C'est une formule propre à l'inverse d'une matrice 2 par 2 seulement. Alors par exemple, si je prends la matrice A comme étant 1, 4, puis 2, 2, prenez cette matrice carrée, 1, 2, 2, 4, est-ce qu'elle est inversible? Si oui, c'est quoi son inverse? Bon, le petit théorème ici nous dit le truc. Alors, je calcule AD moins BC, ou bien ce qu'on appelle le déterminant. Donc, ça fait 1 fois 4 moins 2 fois 2, c'est 4 moins 4 qui est 0. Alors, le déterminant est 0, c'est-à-dire la matrice n'est pas inversible. Donc, A est non inversible. La matrice n'est pas inversible parce que le déterminant est nul. Le théorème dit que la matrice est inversible si et seulement si le déterminant AD moins BC n'est pas égal à 0. Dans ce cas, le déterminant est 0, donc cette matrice n'est pas inversible. Il n'existe pas une matrice B telle que A fois B donne la matrice identité. Perdez pas le temps, dans ce cas, vous n'allez jamais trouver la matrice B telle que AB égale la matrice identité. Alors, A moins 1 n'existe pas. Tandis qu'ici, si on regarde cette matrice A, je ne sais pas, moins 1, 2, 3 et 4, ça c'est une matrice 2 par 2. Quel est son inverse? Bon, je calcule AD moins BC. AD moins BC est égal à quoi? Ça fait moins 4 et moins 6. Ça fait moins 10. Moins 10 qui n'est pas 0. Moins 10 qui n'est pas 0. Donc je sais que A moins 1 existe. La matrice, cette matrice est inversible. C'est quoi son inverse? Selon ce petit théorème, c'est 1 sur le déterminant, 1 sur moins 10, le déterminant est moins 10, que je multiplie par quelle matrice? Alors j'interchange ces deux entrées. Donc le moins 1 et le 4, donc ça devient 4, ça devient moins 1. Les autres, je les multiplie par un signe moins. Je change leur signe. Donc ça devient moins 2. Et ça devient moins 3 ici. Donc cette nouvelle matrice, n'oubliez pas que ça veut dire multiplier chaque entrée ici par 1 sur moins 10, par moins 0,1. Okay? Cette nouvelle matrice 2 par 2 est l'inverse de cette matrice. Comment je peux vérifier ma réponse? Lorsque je multiplie cette matrice par tout ça, je retrouve la matrice identité. C'est comme ça que je vérifie ma réponse. Bon, ça c'est juste pour une matrice 2 par 2. Comme j'ai dit, trop souvent, on va travailler une matrice 3 par 3, 4 par 4. Comment trouver l'inverse en général? Est-ce qu'on peut généraliser ça avec un algorithme plus efficace? La réponse est oui. Alors, considérez cet exemple. Une matrice 3 par 3. Faire quelque chose ici. 1, 2, 3. Ensuite, 0, 1, 4. Ensuite, 5, 6, 0. Regardez cette matrice 3 par 3. Est-ce qu'elle est inversible? Sinon, si oui, trouvez son inverse. Bien sûr, ça, ce n'est pas une matrice 2 par 2. Je ne peux pas utiliser le théorème de tantôt. Ça ne va pas marcher. Alors, il y a un algorithme qui marche pour toutes les matrices carrées. 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4, ainsi de suite. Quel est cet algorithme pour vérifier l'inverse d'une matrice et trouver son inverse? Alors, l'idée, c'est d'écrire la matrice super augmentée. La matrice super augmentée, c'est la matrice A. Je fais un trait vertical comme ça. Et à côté, j'écris la matrice identité correspondante. Donc ici, ça, c'est une matrice 3 par 3. Donc ici, il s'agit de la matrice identité 3 par 3, I3. Ça s'appelle la matrice super augmentée. Donc ça veut dire cette matrice. Ça veut dire cette matrice. Donc, la matrice à gauche qui est 1, 0, 5. 2, 1, 6, 3, 4, 0. Je fais un trait vertical ici, juste une ligne verticale imaginaire, juste sur papier. Et ici, j'augmente par la matrice identité 3 par 3. Voilà la matrice identité 3 par 3. Toutes les entrées sont nulles, sauf les éléments sur la diagonale qui sont des 1. Donc ça s'appelle la matrice super augmentée. La matrice originale A à gauche, la matrice identité de même format à droite. Je traite ça comme une seule matrice, comme une très grande matrice. Une matrice 3 par 6. Right? Je laisse cette ligne juste pour séparer les deux. Qu'est-ce que je veux faire avec cette grande matrice? Alors je veux la réduire à la forme échelonnée réduite.
J'espère qu'à ce moment, vous avez fait quelques exercices sur comment passer d'une matrice à la forme échelonnée ou échelonnée réduite. Ici, pour trouver l'inverse de cette matrice, on va prendre la forme échelonnée réduite de toute la matrice. On traite ça comme une grande matrice. On va garder cette ligne verticale, mais parfois on peut l'oublier, si vous êtes capable de séparer les deux. Donc, la première chose à faire ici, c'est d'avoir le 1, le premier 1 dominant, qui est déjà là. Okay, donc ça, cette entrée est déjà 1, qui est très bien. Par-dessous de chaque 1 dominant, je dois avoir des zéros. Et j'utilise la ligne où le pivot se trouve pour trouver des zéros par-dessous. Déjà, j'ai un 0 ici, je ne vais pas m'inquiéter de cette entrée. Je dois faire un 0 à cette position en utilisant cette ligne. Comment je fais? Donc, je vais faire l'opération suivante. Moins 5 fois ligne 1 plus ligne 2, changer la ligne 2. Donc, je multiplie cette ligne par moins 5 et j'ajoute à la troisième ligne. Là, je le trouve. 1, 2, 3. Donc, ce qui va changer ici, c'est la ligne... donc, plus ligne 3 ici. La ligne 3. Ce qui va changer, c'est la ligne 3. Ce n'est pas la ligne 2. Right? Donc, 1, 0, 0, 0, 1, 4, 0, 1, 0. Les deux premières lignes vont rester les mêmes. Alors, on va faire cette opération. Moins 5 fois la première ligne plus la troisième. Moins 5 fois 1, c'est moins 5, plus 5, c'est 0. C'est ça le but de cette opération, c'est d'avoir un 0 ici. Mais on va le faire pour toutes les entrées. Moins 5 fois 2, c'est moins 10. Moins 10 plus 6, ça fait moins 4. Moins 5 fois 3, ça fait moins 15. Moins 15 plus 0, ça fait moins 15. Ensuite, moins 5 fois 1 plus 0, c'est moins 5. Moins 5 fois 0 plus 0, c'est 0. Moins 5 fois 0 plus 1, ça fait 1. Ce que je fais maintenant, je réduis la grande matrice à la forme échelonnée réduite. Alright? Comme je dis, cette ligne est fictive, là, c'est dans ma tête, mais je la garde sur le papier juste pour séparer les deux parties. Et je traite ça comme une matrice 3 par 6, que je suis en train de réduire à la forme échelonnée. Donc, cette entrée est correcte. J'ai 1, puis 0 par-dessous. Je saute à la deuxième ligne. La première entrée du côté gauche devrait être égale à 1. La première entrée du côté gauche, c'est 1 ici, donc ça c'est correct. Ça, c'est mon pivot maintenant. Par-dessous de chaque pivot, je dois avoir des zéros. Utilisez la ligne où le pivot se trouve pour faire des zéros par-dessous. Donc, pour avoir un 0 à cette position, j'utilise cette ligne. Parce que c'est là où mon pivot est maintenant. Alors, pour avoir un 0 ici, je multiplie cette ligne par 4 et j'ajoute à la troisième ligne. C'est une opération élémentaire légale sur les lignes. N'oubliez pas qu'il y a 3 opérations légales que je peux faire, n'est-ce pas? Alors, multiplier une ligne par une constante et ajouter une autre ligne, ça c'est une des opérations. Donc, je fais l'opération suivante. 4 fois ligne 2, j'ajoute à la ligne 3 et je change ma ligne 3. Donc, le but, c'est de changer ma ligne 3. Et là, je retrouve la matrice suivante. Donc, ce qui va changer ici, c'est la ligne 3. Donc, 1, 2, 3. Ensuite, 1, 0, 0. La deuxième ligne, c'est 0, 1, 4. Puis 0, 1, 0. Et faisons cette opération. Donc, 4 fois 0 plus 0, c'est 0. 4 fois 1 plus moins 4, ça fait 0. 4 fois 4, ça fait 16, plus moins 15, ça fait 1. Ensuite, 4 fois 0 plus moins 5, ça fait moins 5. 4 fois 1 plus 0, ça fait 4. Et 4 fois 0 plus 1, ça fait 1. Est-ce qu'on a la forme échelonnée ou échelonnée réduite déjà pour cette grande matrice? La réponse est oui. Regardez cette nouvelle matrice que j'ai maintenant. Alors, les lignes nulles sont à la fin. S'il y en a, il n'y a pas de lignes nulles, donc c'est correct. La première condition est vraie. Chaque entrée non nulle du côté gauche, c'est 1. Donc 1, 1 et 1. Chaque entrée non nulle du côté gauche dans chaque ligne, c'est 1. Et au-dessous de chaque ligne, ou bien d'une autre façon, chaque 1 dominant est à droite, et strictement à droite de 1 dominant qui le précède. Donc, lui est à droite de lui est à droite des deux 1 dominants qui sont en haut. Alors, ça, c'est la forme échelonnée. Est-ce qu'elle est la forme échelonnée réduite? Qu'est-ce que c'est qu'une forme échelonnée réduite? Une forme échelonnée réduite, c'est tout d'abord échelonné, plus une quatrième condition. La quatrième condition, c'est que chaque pivot est la seule entrée non nulle dans sa colonne. Voilà, il y a trois pivots. Ce pivot est la seule entrée non nulle dans sa colonne.
Ce pivot n'est pas la seule entrée non nulle dans sa colonne, même chose ici. Donc, pour passer de forme échelonnée à échelonnée réduite, ce qu'on va faire, c'est faire la démarche inverse, c'est-à-dire, je continue ici. Alors, ce qu'on va faire ici maintenant, pour passer de la forme échelonnée à la forme échelonnée réduite, qu'est-ce qu'on fait? On commence par le pivot le plus à droite, qui est lui, et on fait des zéros par-dessus, en haut. Alors, le pivot maintenant qu'on travaille avec, c'est lui. Okay? Je vais faire des zéros par-dessus. J'utilise alors la ligne où le pivot se trouve. Comment utiliser la troisième ligne pour avoir un 0 ici et pour avoir un 0 ici? Donc, les opérations sont les suivantes. Pour avoir un 0 ici, je fais moins 3 fois ligne 3, j'ajoute à la ligne 1 et je change comme ça la ligne 1. Pour avoir un 0 à cette position, je multiplie cette ligne par moins 4 et j'ajoute à la ligne 2. Donc c'est moins 4 fois ligne 3 plus ligne 2 et je change la ligne 2. Alors ces deux opérations me permettent d'avoir des 0 comme ça. Faites ça soigneusement. Donc moins 3 fois ça plus ça donne 0, n'est-ce pas? Moins 3 plus 3, ça fait 0. Moins 3 fois ça donne 15. Plus 1, ça fait 16. Moins 3 fois ça, ça donne moins 12. Plus 0, c'est moins 12. Moins 3 fois 1 plus 0, ça fait moins 3. Ensuite, la deuxième opération, moins 4 fois ligne 3 plus ligne 2. Alors, ces entrées ne vont pas changer, donc 0, 1. Ensuite, moins 4 fois ça plus 4, ça fait 0. Moins 4 fois 5, ça fait... moins 4 fois moins 5, ça fait 20, plus 0, ça fait 20. Et moins 4, ça fait moins 16, plus 1, moins 15. Et moins 4 plus 0, ça fait moins 4. Et la quatrième ligne ne va pas changer. Donc 1, moins 5, 4 et 1. On est rendu là. Est-ce que ça, c'est la forme échelonnée réduite? Pas tout de suite. Voici le pivot. Est-ce que chaque pivot est la seule entrée non nulle dans sa colonne? Vrai pour lui, mais il me reste à faire un 0 à cette position. Donc je travaille avec ce pivot. Je dois faire un 0 par-dessus. J'utilise cette ligne où la pivot se trouve. Donc comment utiliser la deuxième ligne pour avoir un 0 à cette position? Je multiplie cette ligne par moins 2 et j'ajoute à la première. Donc l'opération est moins 2 fois ligne 1, ajouter à la ligne, moins 2 fois ligne 2, ajouter à la ligne 1 et changer la ligne 1. Comme ça, j'obtiens la matrice super augmentée suivante. Alors, ce qui va changer, c'est la ligne 1. Multiplier par moins 2 la ligne 2 et ajouter à la ligne 1. Moins 2 fois 0 plus 1, c'est 1. Moins 2 fois 1 plus 2, ça fait 0. Moins 2 fois 0 plus 0, c'est 0. Moins 2 fois ça, ça donne moins 40. Moins 40 plus 16, ça fait moins 18. Moins 40 plus ça, c'est moins 40 plus ça, c'est moins 14. Donc ici, je multiplie par moins 2 et j'ajoute ça, donc moins 40, c'est moins 24 ici. Ensuite, moins 2 fois ça, ça donne 30. 30 moins 12, ça fait 18. Et moins 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Moins 8 plus moins 3, donc ça fait 8, moins 3, ça fait 5. Donc moins 2 fois ça, ça fait 8. Moins 3, ça fait 5. Ensuite, 0, 1, 0, 20, moins 15 et moins 4. Et 0, 0, 1, moins 5, 4, 1. Alright. Donc ça, c'est ce que j'obtiens. Est-ce que ça, c'est la forme échelonnée réduite? La réponse est oui. Alors, les lignes nulles sont à la fin. Il n'y a pas de lignes nulles, donc ça, c'est correct. La première entrée non nulle du côté gauche, dans chaque ligne, c'est 1, 1, 1, 1. Chaque 1 dominant est la seule entrée non nulle dans sa colonne? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? N'oubliez pas que je commençais avec une certaine matrice A. À côté, j'ai écrit la matrice identité correspondante et j'ai réduit toute la grande matrice à la forme échelonnée réduite. J'ai trouvé cette forme. Mais qu'est-ce que vous remarquez ici? Cette partie, c'est quoi? Ça, c'est la partie I3. C'est la matrice identité 3 par 3. Et une autre matrice ici. Cette matrice qui se trouve là s'appelle A-1. Ça, c'est la matrice inverse de la matrice originale. Donc, bref, voici le scénario pour trouver si la matrice A est inversible ou non, et pour calculer son inverse en même temps.
Je commence avec la matrice A, j'augmente ça avec la matrice identité. Donc si A est une matrice 4 par 4, j'écris la matrice identité 4 par 4. Comme ça, j'obtiens une très grande matrice 4 par 8, n'est-ce pas? Je sépare les deux avec une ligne verticale et je garde cette ligne verticale jusqu'à la fin, juste pour séparer les deux. Donc j'obtiens comme ça une grande matrice que je réduis à la forme échelonnée réduite. Donc je fais l'algorithme de Gauss-Jordan, je réduis à la forme échelonnée réduite. Si à la fin de cette réduction, je trouve la matrice identité à gauche, puis une autre matrice B à droite, comme exactement ici, je commençais avec A, puis la matrice identité, et j'ai terminé avec la matrice identité à gauche, puis la matrice B à droite. Alors cette matrice B, c'est l'inverse de A. Donc, si je commence avec la matrice A, augmentée par la matrice identité, et je retrouve la matrice identité à gauche ici, avec une autre matrice, c'est que ma matrice A était inversible, et que son inverse est ce que je trouve ici à gauche. Donc, dans notre cas ici, ça c'est l'inverse de la matrice à gauche, que j'ai commencé avec. Okay? Donc, ça c'est l'inverse de la matrice que j'ai commencé avec. Est-ce qu'on va toujours terminer avec la matrice identité ici? Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Alors, il se peut qu'on réduise la matrice à la forme échelonnée réduite, et à la fin, on trouve quelque chose comme ça. On trouve quelque chose comme ça. Disons, je donne un exemple. N'est-ce pas? Donc ça, c'est la forme échelonnée réduite aussi. La première entrée non nulle du côté gauche ici, c'est 1, n'est-ce pas? Donc, si ça c'est le cas, si je ne peux pas retrouver la matrice identité à gauche ici, c'est que la matrice originale A que j'ai commencé avec n'était pas inversée. Right? Donc, ce processus s'appelle l'algorithme de Gauss-Jordan pour trouver l'inverse. Je répète, commencez avec la matrice A en question. À côté, augmentez toute la matrice A avec la matrice identité correspondante et ramenez toute la grande matrice à la forme échelonnée réduite, pas juste échelonnée, échelonnée réduite. Et si la forme échelonnée réduite à la fin contient la matrice identité ici à gauche, puis une autre matrice à droite, c'est que la matrice A que j'ai commencé avec était inversible, plus la matrice P que je retrouve ici, c'est l'inverse de la matrice A. Ça s'appelle l'algorithme de Gauss-Jordan pour trouver l'inverse. Veuillez pratiquer un peu cet algorithme. Et ça marche pour n'importe quelle matrice carrée. 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4, 6 par 6, n'importe quoi. Right?